Un grand merci aux organisateurs, merci à Alexandre Farnoux qui nous accueille dans cette maison riche en souvenirs. Oula. Donc je vais effectivement vous parler de Victor Bérard, de cette Méditerranée en partage entre Grecs, Phéniciens et bien d'autres, en essayant de faire la part des choses. Initialement paru en 1902-1903, puis remanié pour... Dites-moi, parce que j'ai l'impression que ça résonne un petit peu, mais peut-être que c'est peut-être un écho. C'est plus proche. Voilà. Donc initialement paru en 1902-1903, puis remanié pour la seconde édition en 1927, l'imposant essai de Victor Bérard intitulé « Les Phéniciens et l'Odyssée » en 2 tomes et 12 livres pour un total de plus de 1200 pages, fascine et dérange à la fois. En rendre compte n'est pas une tâche aisée tant il est foisonnant, en dépit d'une unité de pensée due à la thèse forte qui charpente l'exposé. Dans une première approximation, formulons cette thèse comme suit. Homère, en relatant les voyages d'Ulysse, décrit la Méditerranée de son temps, celle de la Grèce primitive, comme dit Bérard, ou encore Grèce des origines, avec exactitude, parce qu'il a puisé, Homère, dans les savoirs phéniciens, instructions nautiques et périples, mis par écrit par des marins que Bérard qualifie de sémitiques. Auditeur et disciple des sciences phéniciennes, c'est une citation des toutes premières pages, de la page 3 de Bérard, Homère aurait ainsi livré, je cite, « un tissu compact, serré de faits géographiques, une vérité scientifique et expérimentale ». Pour comprendre et éclairer la démarche, voilà le livre, la démarche de Victor Bérard, je commencerai par faire émerger de l'intérieur les questionnements, les méthodes et les objectifs qui nourrissent les Phéniciens et l'Odyssée, dans quel projet, dans quelle lignée intellectuelle cette somme s'inscrit-elle, quel horizon scientifique sert d'arrière-plan à une entreprise à ce point originale qu'on pourrait la croire déconnectée des écoles de son époque, ce qui n'est évidemment pas le cas. Dans un second temps, je m'intéresserai à l'image des Phéniciens que Bérard propose, au rôle qu'il leur assigne, aux connaissances qu'il en a. Ce sera l'occasion de situer le moment Bérard, généralement considéré comme le pic de la phénicomanie, dans une tradition scientifique qui a pourtant un avant et un après. La troisième étape de notre périple, si je peux filer la métaphore, sera précisément la Méditerranée en tant qu'objet et peut-être même que sujet, ce qui reviendra à soulever la question du rapport singulier de Bérard au temps et à l'espace méditerranéen tout spécialement. Méditerranée d'Homère, Méditerranée de Bérard, de Braudel aussi peut-être, si j'en ai le temps, avec ses fondus enchaînés qui semblent capables de donner sans rupture consistance et présence au passé. En 1894, 8 ans avant l'ouvrage qui nous intéresse, le jeune Victor Bérard publie la thèse, il en a été question, qu'il a soutenu à Paris sur l'origine des cultes arcadiens avec le sous-titre « Essai de méthode en mythologie grecque ». Il travaille alors à l'école normale après avoir passé 3 ans entre 1887 et 1890 dans cette école française d'Athènes. La première phrase de sa thèse, la toute première, est la suivante : « Je crains que cette étude n'aille à l'encontre de théories admises ». D'où l'on en déduira que Victor Bérard navigua volontiers à contre-courant dès son jeune âge. En l'occurrence, dans une introduction de 45 pages, il annonce qu'il fera grand usage et grand cas du témoignage de Pausanias, passablement décrié pourtant, dit-il, à son époque. Pausanias a été son guide, il a suivi ses itinéraires, Bérard a suivi les itinéraires de Pausanias, vérifié ses distances, contrôlé ses descriptions. La méthode que l'on retrouvera dans les Phéniciens et l'Odyssée se dessine donc déjà.
Par ailleurs, se référant à Friedrich Kreutzer, tenant d'une interprétation symboliste des mythes, Bérard estime que les cultes arcadiens dérivaient de cultes phéniciens. Dès lors, il invite son lecteur à admettre que des Phéniciens n'ont pas seulement fréquenté les pourtours de la Grèce, mais aussi ses espaces intérieurs et ses espaces montagneux. Et Bérard d'en conclure « Je crois qu'avant la Méditerranée grecque, il y eut une Méditerranée phénicienne cerclée de possessions et de comptoirs phéniciens. » Se référant à Raoul Rochette et Clermont-Ganneau, il esquisse alors ses premières théories toponymiques et met en avant le rôle des Sémites dans l'histoire de la Méditerranée, invitant ses lecteurs à réfléchir sur la conception corollaire touchant les races dites aryennes. Rappelant les apports de l'archéologie qui montrent une Grèce sous influence orientale bien entendu, il finit par citer Renan, pour qui, et je cite avec lui Renan, « En de pareilles histoires, il ne s'agit pas de savoir comment les choses se sont passées, il s'agit de se figurer les différentes manières dont elles ont pu se passer. » Son but se limitera dès lors à proposer ce qu'il appelle un système logique dans ses agencements et vraisemblable dans l'ensemble, même s'il reconnaît avoir poussé ses idées jusqu'au bout et leur avoir donné un tour, je le cite, aventureux. Daté de septembre 1893, ce propos liminaire de la thèse, disert et touffu, volontiers provocateur, dans un style très personnel qui caractérise du reste tous les travaux de Bérard, contient déjà à l'état embryonnaire les thèses majeures auxquelles s'adossent les Phéniciens et l'Odyssée une dizaine d'années plus tard. Rappelant dans les Phéniciens et l'Odyssée son parcours en ouverture, y compris donc la thèse que je viens d'évoquer, et divers articles parus en 1895 et 96 sur la Méditerranée phénicienne dans les annales de géographie, celui qui aime à évoquer le souvenir de son cher maître, Paul Vidal de Lablache, et qui occupe, je parle de Bérard bien sûr maintenant, à l'EPHE, une chaire de géographie historique de l'Antiquité, Bérard donc inscrit son enquête dans le cadre des études sur ce qu'il appelle la Grèce primitive. Il entend à nouveau, et plus nettement que dans sa thèse, se démarquer de ceux qui défendent, je cite, le patrimoine sacré des ancêtres indo-européens et qui font du domaine grec, je cite encore, une citadelle et un temple de la culture occidentale. En somme, c'est au cœur même de la question des origines grecques que Bérard entend se situer en y apportant, par le biais d'une méthode à la fois toponymique et topologique, rien moins que ce qu'il appelle des certitudes absolues. Avant d'y venir, il faut insister sur le combat, du reste tout à fait pertinent, que mène ainsi Victor Bérard contre ce que l'on a coutume d'appeler le miracle grec, exalté notamment par Renan. L'histoire, proteste Bérard, ne commence pas avec les Grecs. La Méditerranée n'est pas restée déserte jusqu'à leur apparition. Il faut plutôt prêter attention à ce qu'il appelle les humanités anté-helléniques et aux thalassocraties étrangères, au premier rang desquelles celle des Phéniciens. C'est au prisme du concept de thalassocratie qu'il qualifie d'éternelle réalité, soumise pourtant au principe de succession, que Bérard déchiffre l'histoire méditerranéenne. Or, pour inhumer les stratigraphies thalassocratiques en Méditerranée, Victor Bérard se tourne successivement vers l'archéologie, dont les récentes acquisitions, on y a fait allusion, suscitent en lui une confiance mitigée. Il a une très jolie phrase où il dit « La tendresse des archéologues pour le moindre déchet de leur bric-à-brac se fait parfois touchante. » On voit bien la mise à distance de l'archéologie de sa part. Il se tourne aussi vers la... C'est le micro là, je crois. Se tourne aussi vers la linguistique, dont les apports, notamment en matière
d'emprunts terminologiques de la Grèce aux langues sémitiques sont plus fiables à ses yeux. Néanmoins, soucieux d'aligner non seulement des témoignages, mais aussi ce qu'il appelle des preuves de sa vision d'une Méditerranée phénicienne, avant l'ère grecque, Victor Bérard adosse son enquête à un double appareil probatoire. La toponymie, d'une part, qui répond à des règles strictes et qui donne à voir, selon lui, le feuilletage linguistique de la Méditerranée. La topologie, d'autre part, un concept neuf, une méthode forgée ad hoc, littéralement science des sites. La topologie repose, selon Bérard, sur des lois historiques, dans le sens où des conditions naturelles données génèrent une certaine configuration sociopolitique, des modes d'occupation du sol, une culture matérielle, des modes de pensée et même un certain imaginaire. Déterministes et normatives, les lois topologiques constituent l'armature théorique des thèses défendues par Bérard, qui multiplie en introduction et en digne émule de son maître Vidal de la Blache toute une série d'exemples français prouvant le bien fondé de ces présupposés. Renvoyant dos à dos ce qu'il appelle les traces fossiles des héros et des artistes, et par ailleurs, je le cite encore, les oracles archéologiques, prenant ses distances à l'égard des arguments d'autorité, mais aussi des querelles, des dogmes, des partis pris, Bérard annonce qu'il entend proposer dans ce livre sa théorie de l'Odyssée. Deux éléments doivent encore retenir notre attention pour terminer de cerner, d'appréhender son projet. Deux éléments donc pour cerner l'ensemble des paramètres qui caractérisent sa démarche et son projet. Tout d'abord, ce n'est pas l'Odyssée tout entière que Bérard prend en compte, mais le cycle qu'il appelle la Télémacheia, donc ce qui concerne Télémaque d'une part, le voyage de Télémaque, et puis le Nostos, le retour d'Ulysse, l'Odyssée, comme il dit, ou Ulysséide, ce qui l'amène à laisser de côté le poème de la lutte entre et contre les prétendants de Pénélope, qui constitue à ses yeux un cycle différent, y compris du point de vue de la composition. Enfin, et donc dernier élément que je souhaite souligner, on ne peut ressaisir la démarche de Bérard si l'on ne prend en compte le voyage qu'il a effectué avec son épouse de mars à juin 1901 dans le sillage d'Ulysse. Il y aura bien sûr ensuite d'autres voyages, mais dans les Phéniciens et l'Odyssée, il la rend compte dans ces termes, je le cite, « J'entrepris de faire le voyage d'Ulysse et de mes yeux sur place, de vérifier les données et les descriptions des livres. L'autopsie, je vous rejoins tout à fait, est donc placée au cœur même de l'enquête, nourrie par un a priori qu'il nous convient à présent de cerner de plus près, à savoir que l'itinéraire de Télémaque et celui d'Ulysse ne relèvent pas du registre fictionnel ou romanesque, ce sont des documents de géographie qui conservent le souvenir fidèle de la Méditerranée des origines. Archégète de la science géographique, Bérard reprend à son compte cette affirmation de Strabon, Homère a recueilli, en auditeurs zélés et disciples fidèles des sciences phéniciennes, c'est le titre de ma communication, le savoir des marins phéniciens, et il a décrit grâce à eux 2 traversées maritimes réelles et exactes. C'est chez Strabon, donc géographe de l'époque d'Auguste, que Victor Bérard puise l'idée d'un sous-texte phénicien chez Homère. Il est vrai que Strabon est un ardent défenseur de la véracité des propos d'Homère. Au livre 1 et 2 de sa géographie, Strabon développe des prolégomènes qui posent les bases de sa discipline, la géographie, de manière systématique. Soucieux de recourir à des témoins fiables, Strabon distingue parmi les auteurs de récits de voyage ceux qui entendent dire la vérité et ceux qui cherchent à plaire ou à étonner. Pour les discriminer, Strabon ne se sert que rarement de critères internes de vraisemblance, il fait plutôt appel à des informations touchant à l'auteur et à ses intentions en termes de fiction
ou de vérité. Sur ce plan, Homère apparaît à ses yeux comme une autorité véridique de première importance, le fondateur et le patron de la géographie, dans la mesure où son projet aurait bien été de transmettre un savoir géographique et ethnographique. Mais comme le note judicieusement Joël Soler dans un article, tout se passe comme si la défense d'Homère, par Strabon, faisait un tout avec la reconnaissance a posteriori de son efficacité éducative, c'est-à-dire de son rôle dans la paideia des Grecs. Or, au nombre des sources qui fondent l'autorité géographique d'Homère, Strabon place les Phéniciens. À 2 reprises au livre 3, ce sont les 2 textes que vous avez sous les yeux. Discourant de l'Ibérie et de la localisation par Homère dans cet extrême occident du séjour des défunts pieux, Strabon argumente quant à la vraisemblance de ce choix par référence à l'opulence d'une région bien connue des Phéniciens. Les Phéniciens, en effet, l'ont bien montré, dit Strabon, c'est le livre 3, chapitre 2, paragraphe 13. Sans préciser toutefois à quelle preuve il renvoie de la sorte. Il réitère son verdict peu après, c'est le chapitre toujours 2, paragraphe 19, si j'ai bonne mémoire, sans préciser il réitère son verdict peu après, toujours au sujet de l'Ibérie, et c'est le second texte que je vous propose, mais je le dis, c'était les Phéniciens, ces informateurs, il parle d'Homère, eux qui possédaient la meilleure partie de l'Ibérie et de la Libye dès avant l'époque d'Homère et qui restèrent les maîtres de ces contrées jusqu'à ce que les Romains anéantissent leur hégémonie. Tous des phoinicas lego menutas, dit Strabon, qui recourt ainsi à un vocabulaire technique. Le terme de menutes désigne ici un indicateur, presque un indique. Ce rôle est dévolu aux Phéniciens par Strabon dans une sorte d'enquête policière sur la valeur du témoignage homérique. On notera au passage que phoiniques chez Strabon désigne tout autant les Phéniciens d'Orient que ceux d'Occident, à savoir les Carthaginois, et que Strabon ne fournit aucune espèce d'indice quant à la nature des savoirs transmis par les Phéniciens. Bérard lui-même parle de façon très générale de monuments écrits ou de périples sémitiques en langue originale ou traduits en vers et en légendes. Mais il avoue très honnêtement qu'aucune relation authentique ne nous est parvenue, à l'exception du périple de Hannon, dont on sait par ailleurs que c'est un document bien problématique. Il adopte telle quelle, Victor Bérard, l'assertion de Strabon et affirme d'emblée, c'est la première phrase du premier chapitre des Phéniciens et l'Odyssée, que, je le cite, « L'ensemble des études qui vont suivre n'est guère que le développement d'une ou 2 phrases, celles que vous avez sous les yeux, de Strabon. » Homère, auditeur et disciple des sciences phéniciennes, est en vérité, au sein d'une construction argumentative circulaire, à la fois le point de départ et le point d'arrivée d'un périple scientifique qui donne l'illusion d'un vagabondage, on suit le parcours d'Ulysse, mais qui s'avère en réalité replié sur lui-même. Par ailleurs, dès la page 3 des Phéniciens et l'Odyssée, Bérard laisse poindre sa conception que l'on pourrait qualifier d'orientaliste de la culture des Phéniciens. Là comme ailleurs, à plusieurs reprises, il souligne ce qui sépare les Grecs et les Phéniciens, volontiers qualifiés de sémites, sans que Victor Bérard s'interroge sur la pertinence scientifique de cette désignation en vérité beaucoup trop générale et qui se rapporte à la langue beaucoup plus qu'à un peuple. Les Phéniciens fournissent en termes de connaissance de la Méditerranée ce que Bérard appelle un solide mais grossier canevas sémitique, sur lequel les Hellènes ont brodé selon des procédés très simples et très helléniques. Leur génie acculturateur, ce que Bérard appelle déjà l'hellénisation, se manifeste en particulier dans la capacité à anthropomorphiser, humaniser les forces naturelles et les objets.
Donc Victor Bérard, qui est par ailleurs un contempteur du miracle grec et de ceux qu'il appelle les dévots de l'hellénisme, lui qui est le défenseur des humanités anté-helléniques, comme il dit, ne peut véritablement se départir d'une lecture évolutionniste de l'histoire méditerranéenne, couronnée par les Grecs, qui analyse et humanise, alors que le sémite, c'est la citation, la première, le sémite accumule les formules d'adoration et les titres flatteurs autour de ses noms divins. Et Bérard d'ajouter, c'est la deuxième citation, le grec n'a jamais pu concevoir que l'univers ne fût pas un domaine, un jardin d'humanité, dont l'homme est la plus belle plante, la plante, revoilà l'herboristerie qui refait surface, la plus belle plante sans doute, mais dont toutes les autres plantes ressemblent à l'homme par leur nature intime. Renvoyant dos à dos Max Müller et sa lecture naturaliste et comparative des mythes, d'une part, renvoyant les promoteurs des théories totémistes de l'autre, ce qu'il appelle une autre bande d'augures, Victor Bérard fournit une interprétation que je qualifierais de physiologique de ce don des Grecs. Leur cerveau, dit-il, est fait pour le syllogisme. Et pour preuve, il ajoute, les Grecs les plus dégénérés et les plus turcisés le possèdent encore, c'est-à-dire le don du syllogisme. Et les autres humanités, qui ne sont pas grecques, ne se sont appropriées la logique que par le biais de l'humanisme grec. Encore une citation, les Arabes d'aujourd'hui, comme les Hébreux d'autrefois, un parallèle intéressant, juxtaposent leurs sensations ou leurs idées, mais ne les coordonnent pas. Et citant Renan, on ne s'en étonnera qu'à moitié, pour qui, et voilà la citation, le pommier produit des pommes et le poirier des poires, fin de citation de Renan, Bérard finit par s'en prendre, sans le dire, aux spécialistes de mythologie comparée, qui, dirait De Tienne, compare l'incomparable, c'est la phrase que vous avez, la troisième sous les yeux, et l'on veut que cette cervelle grecque produise des mythes entièrement semblables aux mythes sortis de la cervelle d'un peau rouge ou d'un négrito. Fin de citation. Bref, et sans multiplier les citations de ce type qui émaillent les deux tomes des Phéniciens et l'Odyssée, Bérard propose encore et toujours une vision anthropologique de la Méditerranée, marquée par des hiérarchies ou des stades de développement. Ça, on pourrait renvoyer à Karl Lamprecht qui développe à la même époque une vision un peu semblable en Allemagne, qui culmine bien entendu avec l'hellénisme. Indicateurs d'Homère, les Phéniciens sont donc avant tout les prédécesseurs des Grecs en Méditerranée, un peuple à vocation propédeutique. Bérard entreprend de recueillir les traces de leur essaimage, de leur thalassocratie, un phénomène aussi ancien que capillaire, en recourant donc à deux méthodes. Je les ai évoquées, la toponymie d'une part, la topologie de l'autre. Cette seconde méthode, la topologie, est probablement celle qui débouche sur les remarques les plus judicieuses et les plus pérennes. Aujourd'hui encore, on parle de paysage phénicien, pour désigner ces lieux entre mer et terre, promontoires, presqu'îles, débarcadères, stations, isthmes, au sujet desquels Victor Bérard formule d'ailleurs une véritable loi des isthmes, censée régler toute l'histoire pré-hellénique et donner la clé d'accès à la topologie homérique, qu'on s'intéresse à Troie, à Thèbes ou à Mycène, ou encore aux prétendues caravanes sémitiques que Bérard voit parcourir le Cithéron. L'approche autoptique de la topologie est ensuite validée par le truchement des données toponymiques. Bérard a beau dénoncer la fureur toponymique qui caractérise l'œuvre de Samuel Bocard, dont vous avez ici l'image et les dates, et invité à la prudence, tout en qualifiant les travaux de Bocard de fréquentation profitable, il a beau mettre en avant le côté systématique de son traitement des toponymes, il n'empêche que, comme l'a bien souligné notamment Maurice Snisser, on est confronté à un usage assez échevelé des données toponymiques. Bérard, qui ne maîtrise pas les langues sémitiques, qui les traite comme si elles formaient un tout,
sans distinguer le phénicien de l'hébreu, par exemple dans les vocalisations, en faisant appel aux sources bibliques comme si elles donnaient directement accès à une toponymie phénicienne, avance des étymologies sans trop de discernement, en invoquant tantôt des transcriptions, tantôt des traductions, tantôt encore des calembours, en repérant ce qu'il appelle des doublés gréco-sémitiques qui, couplés avec des indices paysagers, le portent à ce qu'il appelle des certitudes. Ici aussi, la méthode finit par s'enrouler sur elle-même et s'engage dans un tourbillon de prétendues preuves qui font de l'hypothèse de départ un système établi à l'arrivée. Dans le scénario que défend Bérard, le rôle des Phéniciens me semble relever davantage du quantitatif que du qualitatif. Présents partout, jusqu'au cœur de l'Arcadie dès sa thèse, ils incarnent une thalassocratie levantine inscrite dans la longue durée, héritière des peuples de la mer, eux-mêmes missionnaires, c'est le mot qu'il utilise, de cultes très anciens, qui auraient laissé une empreinte durable dans les panthéons topiques de la Grèce. Placés par Bérard au cœur même des analogies qui innervent son argumentation, les Phéniciens, rapprochés des Francs, comparés aux Vénitiens, assimilés aux Marseillais, confrontés aux Arabes, restent en définitive en eux-mêmes assez insaisissables, en dépit de la phénicomanie qui caractérise le discours de Bérard. Il faut reconnaître qu'en 1901, la vision que l'on avait de leur rôle en Méditerranée demeurait passablement floue. Samuel Bocquart, jugé excessif par Bérard et pourtant souvent cité pour sa clairvoyance toponymique, le Rouennais hébraïsant et pasteur de l'Église réformée française, auteur de cette Geographia Sacra Seuphaleg et Canaan, paru en 1646 à Caen, est en fait le premier à proposer un exposé cohérent sur la langue et les colonies phéniciennes qu'il sort des brumes de la mythologie. Alors on en savait sur les Phéniciens que ce que la Bible et les sources classiques voulaient bien en dire. L'enthousiasme avec lequel Bocquart croyait repérer les traces des Phéniciens en Méditerranée suscita déjà à l'époque une vive polémique et l'on se souviendra du fait que Bocquart succomba à une apoplexie le 16 mai 1667 en pleine séance de l'Académie de Caen où Pierre-Daniel Huet l'avait violemment attaqué. Savant renommé dans divers domaines, en dépit de certaines lubies ou chimères, Bocquart exerça une influence considérable jusqu'au XIXe siècle. Le déchiffrement du phénicien en 1758 par l'abbé Jean-Jacques Barthélemy ouvre néanmoins une ère nouvelle pour la connaissance des Phéniciens, puisqu'on pouvait désormais s'appuyer sur une lecture directe des textes épigraphiques. Wilhelm Gesenius, voici les progrès, les moments marquants de ce progrès des sciences phéniciennes. Wilhelm Gesenius, professeur à l'université de Halle, publie en 1835 ses Paläographische Studien über phönizische und punische Schrift et 2 ans plus tard son recueil des Monumenta de la langue phénicienne qui constituèrent le premier corpus des inscriptions phéniciennes et puniques connues à l'époque. Dans sa foulée, Franz Karl Movers, professeur lui à Breslau, publie une synthèse intitulée Die Phönizier entre 1841 et 1850 qui recourt encore une fois et très généreusement aux étymologies avancées par Bocquart, notamment en termes de toponymie, ce que Bérard lui reprochera. Il fallut attendre la mission de Phénicie d'Ernest Renan en 1860-61, publiée entre 64 et 74, puis bien sûr le lancement du Corpus Inscriptionum Semiticarum, lancé en 1867 avec le premier tome qui paraît en 81, pour donner aux Phéniciens et aux études phéniciennes une réelle consistance, même si ces études restèrent longtemps ancrées au domaine biblique et à la philologie hébraïque. La phénicomanie que Victor Bérard relance à sa façon nécessiterait de prendre en considération parallèlement les discours inspirés par l'antisémitisme dans le monde savant du XIXe siècle, ce que le temps imparti aujourd'hui ne me permet pas de faire, mais que j'essaierai d'esquisser dans la publication.
Pour revenir à Bérard, efforçons-nous à présent de cerner la vision de la Méditerranée qu'il développe, une Méditerranée en quelque sorte éternelle, qui, tel un immense palimpseste, donne à voir à celui qui la scrute toute l'épaisseur de son histoire et qui, sans le moindre filtre, offre une sorte d'instantané, combinant en une seule image passé et présent. L'ambition qui anime Victor Bérard dans le livre qui nous intéresse, mais aussi dans d'autres publications postérieures, n'est rien moins que de ressusciter Homère. Il publie en 1930 et en 2 tomes un essai intitulé « La résurrection d'Homère ». C'est aussi dans cette perspective que l'album de photos, l'album odysséen de photos réalisé avec Frédéric Boissonnat, dont il sera bientôt question et dont il a déjà été question, paraît à titre posthume en 1933 afin de restituer un cheminement placé dans le sillage d'Ulysse. C'est encore un titre qu'il choisit. Dans la démarche de Bérard, passé et présent, Méditerranée d'Homère et Méditerranée du début du XXe siècle se superposent naturellement. C'est ce qui conduit Bérard et Boissonnat à identifier leurs clichés comme donnant à voir la vigne d'Alkinoos, les ports de Circé, où on l'a vu, la grotte du Cyclope. Christine Montalbetti et Sophie Rabault, que je me réjouis d'écouter, ont écrit des pages éclairantes sur ce que l'on peut qualifier de complexe de Victor Bérard. Quand bien même on épouserait les contours de l'hypothèse de Bérard, à savoir qu'Homère véhicule un savoir géographique hérité des Phéniciens, ce qui est une hypothèse qui mériterait d'être reprise et approfondie avec nos connaissances d'aujourd'hui, il resterait à franchir une seconde étape qui consiste à admettre que la Méditerranée de 1901 ou la Méditerranée de 1912 a en quelque sorte sanctuarisé, comme on dit aujourd'hui, celle qu'Ulysse aurait parcourue. Les analyses développées par Bérard dans les 2 tomes des Phéniciens et l'Odyssée travaillent inlassablement à combler le fossé entre le lointain passé d'Homère, et même au-delà, celui des Phéniciens et des peuples de la mer, et la Méditerranée du XXe siècle. Fidèle à une démarche arrimée à l'analogie, Bérard consacre de très longs développements à montrer que, topologiquement et toponymiquement, la Méditerranée affiche des permanences séculaires. De même que Sidoniens et Marseillais se ressemblent, c'est le titre du chapitre 2 du livre 4, l'analyse des paysages, des pratiques marchandes, des savoir-faire en matière de navigation, des stratégies d'occupation des territoires, etc., mêle constamment dans son livre exemples anciens et modernes. L'éblouissante érudition que déploie Bérard finit par construire, sous les yeux du lecteur complètement fasciné, une Méditerranée intemporelle et éternelle, presque toujours identique, où se croisent embarcations phéniciennes, grecques, étrusques, franques, arabes, vénitiennes, corsaires et autres, dans ce qu'il appelle un perpétuel bourdonnement de barques derrière tous les promontoires abrités. Dès lors, charmé par une prose envoûtante, le lecteur est presque prêt, avec Victor Bérard, à se représenter, c'est la première phrase, les Achéens sous les espèces d'Albanais, splendidement crasseux, chargeux d'or, de broderies et de taches de graisse, fleurant l'huile rance et le beurre de chèvre, tels qu'on les voit débarquer sur les quais de Corfou ou monter à bord des navires européens dont la propreté les émerveille. Un film. Le réalisme du présent confirme la réalité d'un passé directement accessible, sans médiation, grâce à l'expérience sensible du monde qui a valeur d'autopsie. Il n'y a en cela, il faut y insister, aucune imposture de la part de Victor Bérard, puisqu'il énonce clairement sa thèse d'un Homère fondateur de la science géographique, un Homère qu'il faut prendre au sérieux, un Homère collègue, en quelque sorte, pour reprendre encore une fois les termes de Sophie Rabault. Je cite Victor Bérard, dans la description odysséenne, tout se tient. Homère est du côté de la vérité et non de la fiction.
Ça, c'est le point sur lequel, je crois, les historiens, et je pense aussi les spécialistes de littérature, achoppent le plus directement. Et on doit, avec Claude Calame, qui recense il y a quelques années le périple d'Ulysse de Jean Cuisenier, paru en 2003, rappeler le statut de fiction poétique de l'Odyssée. Et il faut aussi revenir au texte de Strabon, invoqué par Bérard, dont le propos est en vérité plus complexe qu'il n'y paraît quant au statut discursif d'Homère. Voyez le passage que j'ai indiqué en jaune, il est bien en jaune là aussi. En insérant ses récits dans le genre didactique, le poète, donc Homère, s'est largement préoccupé de la vérité. Mais il y mêlait le mensonge, réservant bon accueil à la première, mais recourant au second pour séduire son public et diriger la foule. De même qu'un artisan coule de l'or sur de l'argent, de même Homère, ajoutait-il aux péripéties véridiques du fictionnel, pour en agrémenter et en orner la diction, mais en vue du même but que l'historien ou le narrateur de faits existants. Ainsi, en choisissant comme fait advenu la guerre de Troie, il l'a orné par la création narrative, de même pour le récit des errances d'Ulysse. Bref, pour le dire par une formule, le monde d'Homère est bel et bien un monde fabriqué, n'en déplaise à Moses Finlay et à sa stimulante analyse d'un Homère, poète des siècles obscurs. Au cœur de l'œuvre homérique, on placera donc les principes fictionnels de la poétique et l'ambition esthétique du terpène, le charme poétique, bien davantage que l'exactitude géographique. D'ailleurs, comme le note Claude Calame, Ulysse raconte son périple à la première personne dans une mise en scène de type aédique qui le voit prendre le relais de Démodocos. Ces médiations discursives et poétiques sont essentielles pour ressaisir le projet d'Homère qui épouse un point de vue, celui de la voie narrative. Ulysse, en tant que représentant d'une société civilisée entre guillemets, qui évalue le reste du monde à l'aune des paramètres culturels partagés par les Grecs. L'espace dans lequel évolue Ulysse est donc un espace foncièrement mythique, même si le poète le donne à voir dans le registre pragmatique du vraisemblable. L'élaboration poétique des mondes possibles, qui passe par un langage traditionnel et formulaire, ne se reconstruit donc pas en référence à la réalité ou à l'histoire, mais à ce que Calame appelle une verisimilitude qui est indépendante du caractère véridique ou mensonger du récit. Le périple d'Ulysse, des marges du monde aux profondeurs de la terre, a vocation à explorer les différentes formes de société existant aux marges de l'humanité pour mieux revenir en son centre. Il ne s'agit donc guère de transmettre des instructions nautiques aux marins grecs. Cela dit, Victor Bérard n'est pas le seul qui voit dans la Méditerranée de son temps un témoignage vivant de celle du passé lointain. Adepte de la métalepse, qui consiste à exprimer ce qui suit pour faire entendre ce qui précède, Victor Bérard préfigure certaines pages, au demeurant très belles et profondes, de Fernand Braudel. Dans l'introduction du tome 2 de la Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II, tome intitulé « Destin collectif et mouvement d'ensemble », Braudel résume les acquis de son premier tome en ces termes. Il s'est agi, dit-il, de dégager à partir de l'espace ce qui est répétition, lenteur, permanence. C'est le fameux temps immobile de Braudel et d'autres, de Leroy-Ladurie aussi. Recherchant l'immobile ou le quasi-immobile, nous n'avions pas hésité à dépasser les bornes chronologiques d'une enquête restreinte, en principe, à la seconde moitié du XVIe siècle. Le second tome vise, lui, à restituer, dit Braudel, une histoire au rythme mieux individualisé, celle des groupes, des destins collectifs, des mouvements d'ensemble. Et on voit se dessiner ici une dichotomie, que je n'ai évidemment pas le temps d'approfondir, entre l'humain, qui est mobile, variable, et l'espace, immobile et permanent.
D'ailleurs, plus avant, Braudel, qui cite Victor Bérard à plusieurs reprises, insiste sur cette Méditerranée, œuvre sans cesse reprise par les hommes, mais à partir d'un plan obligatoire, celui d'une nature peu généreuse, souvent sauvage, et qui impose ses hostilités et contraintes de très longue durée. Donc une certaine forme de déterminisme géographique. Je passe un petit moment pour ne pas garder la parole trop longtemps. Voilà les quelques passages. Il y en a d'autres, mais je les proposerai par écrit. J'en viens à ma conclusion. Revenons à Victor Bérard et au magistère des Phéniciens. Je cite Bérard. « À l'origine de tout, il y eut un périple ou des fragments de plusieurs périples. J'entends par là des descriptions de mers, de côtes et de pays, faites par des navigateurs pour les besoins de la navigation, avec les habitudes, les visions, les termes et les idiotismes des gens de mer. Dans un raisonnement dont nous avons mis en évidence la circularité, Bérard ajoute « L'existence de ce périple originel, dont je rappelle il ne reste aucune trace, l'existence de ce périple originel nous est prouvée, je crois, tant par le fond même et la matière des récits odysséens que par leurs textes, formules et expressions. » Or, dans la documentation phénicienne, encore aujourd'hui, ni alors ni aujourd'hui, rien n'apporte à la thèse de Victor Bérard le moindre soutien tangible. Sa vision d'une science maritime phénicienne comme source d'Homère, il utilise la très jolie expression « la rencontre des muses et des Phéniciens », la rencontre des muses et des Phéniciens. Cette rencontre n'a guère eu de postérité, ni chez les homérologues, ni chez les phénicologues. La posture originale de Bérard fait encore le charme de sa lecture, en dépit de la perplexité, par moments de l'irritation que l'on ressent en lisant des phrases comme celle-ci dans sa conclusion, je cite, « En attachant un sens réel à tous les mots du texte, en bannissant les explications dites poétiques, nous sommes parvenus à localiser les moindres détails du Nostos. Une telle attitude se situe évidemment aux antipodes de celle que manifeste un autre grand homérologue, je fais allusion à Philippe Jacotet, il était question de lui hier dans le Monde des Livres, qui dans sa postface à Homère, traduction de l'Odyssée parue en 1955 avec une postface en 1982, Philippe Jacotet critique, lui, Victor Bérard en ces termes. Victor Bérard pensait que l'Odyssée avait sa source dans des instructions nautiques phéniciennes, que chaque lieu évoqué par le poème, chaque port, chaque écueil, chaque forêt devait être repérable et photographiable par le bon photographe Boissonnat de Genève. Il pensait aussi que les palais décrits dans l'épopée ne devaient être ni plus vastes ni plus somptueux que ceux que les fouilles mettaient au jour à Mycène ou à Tyrinthe. Fin de citation. C'est donc bien le droit à la poésie que réclame le poète traducteur Jacotet, face à une certaine obsession philologique doublée d'une passion subjective. Tout ce travail, je cite à nouveau Jacotet, tout ce travail, toute cette science, toutes ces années, ne furent-ils pas plutôt en définitive au service d'une idée qu'il s'en était faite et qu'il fallait à tout prix démontrer puis défendre? Jacotet ne se laisse pas prendre dans les raies d'une appropriation immédiate du monde d'Homère. Dans une note à sa traduction en 1955, il écrit « La lumière du monde n'est pas moins pure qu'au temps des Grecs, mais elle est moins proche et nos paroles moins limpides, soulignant d'emblée l'écart, la distance, là où Bérard ne cesse de suggérer superposition, proximité, voire identité. Jacotet revient souvent sur la simplicité et l'universalité d'Homère, mais il ajoute qu'elles sont dérisoires face à son altérité intrinsèque qui a valeur d'aveu d'échec pour le traducteur qu'il est. Pourtant, il faut rappeler pour terminer que dépoétiser l'Odyssée, c'était aussi pour Bérard une manière de l'historiciser et de s'opposer à ceux qui invoquent le génie ou qui invoquaient le génie pour en rendre compte. Je le cite. « Je voudrais avec monsieur Michel Bréal que l'on remît l'Odyssée dans la série des œuvres humaines et des chefs-d'œuvre de l'art, et non dans quelques musées plus ou moins secrets de monstres, de tératologie, comme
comme dit Strabon, d'enfants sans père et de création spontanée. Œuvre humaine, chef-d'œuvre artistique, l'Odyssée rentre dans la condition de toutes les productions humaines. Fin de citation. Et c'était une manière pour lui de souligner cette fois la distance qui le sépare de la science allemande, de ceux qu'il appelle les disciples de Wolff, ou encore la troupe germanisante des philologues qui voyaient dans l'Odyssée une épopée populaire de formation spontanée. Et je passe sur la science allemande la parole à mon collègue Michel Espagne. Je vous remercie. Merci Corinne de cette très belle introduction et première communication qui replace à la fois Bérard dans son temps et dans le temps. Ça montre aussi que cette phénicomanie, elle a quand même des origines dès le XVIIe siècle et que Bérard ne surgit pas comme ça. Je pense qu'il sera beaucoup plus intéressant de poser des questions à Corinne après la communication de Michel Espagne, puisque les deux sont étroitement corrélés, comme tu l'as bien dit, parce que je pense que les questions vont bien englober vos deux communications. Donc ce que je propose, c'est que Michel parle maintenant, qu'il y ait une pause ensuite, puisque nous avons encore après ça deux communications, celle de Claude Pouzadou et celle de Jean Garrigue ce matin, puisque je vous rappelle que Jean Garrigue ne peut pas parler demain et interviendra ce matin, et qu'il serait, voilà, je pense que le plus judicieux, c'est que Michel prenne la parole maintenant.